Bienvenue au dernier webinaire Comet de l'année. Je sais que vous êtes tristes, nous aussi, mais nous terminons sur quelque chose de particulièrement intéressant puisqu'on aborde ici un sujet qu'on avait peu abordé par le passé et qui pourtant est un phénomène important à prendre en compte, qui est la question des inégalités de genre, des stéréotypes de genre dans le numérique et dans l'enseignement. Et donc, pour animer ce webinaire, parce que ce n'est pas notre spécialité ici, on accueille aujourd'hui Julie Henry, qui est chercheuse à l'Université de Namur. Son domaine de spécialité, c'est la didactique de l'informatique. Elle est docteure en didactique des sciences informatiques, mais elle travaille beaucoup sur les questions de l'éducation aux filières scientifiques et informatiques, et notamment la question du genre dans ces questions-là. Et par ailleurs, travaille aussi dans le domaine de la formation des enseignants. Elle était d'ailleurs une personne centrale dans la version précédente du projet Comet, c'est-à-dire le projet ETIS. Donc, elle connaît bien le public, J'en profite pour vous rappeler ou vous apprendre, comme à chaque fois, que le projet Comet est soutenu par le Fonds social européen, dont je vous affiche le logo actuellement. Et donc, c'est grâce au Fonds social européen qu'on peut vous offrir des webinaires comme celui-ci, les organiser et que vous n'avez rien à payer. C'est aussi grâce à ça qu'on peut faire des formations chez vous, ce genre de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus, notre site est en préparation, vu que c'est le début ici de cette nouvelle version du projet. Mais sinon, vous avez des personnes relais Comet dans chacune de vos écoles. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et si vous ne savez pas qui c'est, vous pouvez nous envoyer un petit mail et on vous mettra en contact. Voilà, je n'en dis pas plus. J'arrête mon partage. Et Julie, je te cède la parole. Merci. Je ne vais pas garder ma caméra, mais enfin, je dis bonjour à tout le monde comme ça, on me voyait un petit peu, mais je suis dans une région de la Belgique où le réseau est un peu compliqué. Et donc, si je laisse ma caméra, vous allez me perdre au bout d'un moment. Donc, je vais la couper et on va commencer directement. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous voyez ma présentation ici. Moi, je ne vois rien. Je ne sais pas les autres. Ouais. Non. Attends, je vais recommencer l'opération. Hop. Ah, ça a l'air d'aller ici. Attends, ça charge. Ouais, on voit. Comme ça marche? Ouais, on voit bien. Ok, super. Et donc, effectivement, on va aborder aujourd'hui les stéréotypes de genre et voir un petit peu le rôle de l'enseignant dans la déconstruction de ces stéréotypes de genre. Je vais un peu expliquer pourquoi c'est important et finalement, vous allez voir, il y a un cheminement. En fait, finalement, la déconstruction des stéréotypes de genre, elle est aussi fonction du niveau auquel vous vous trouvez dans l'enseignement. Et il va être un peu différent avec des enfants plus jeunes et avec des enfants qui sont dans le secondaire, par exemple, ou dépendant du fait aussi si vous êtes un enseignant disciplinaire ou un enseignant du primaire ou de maternelle, justement, où vous avez l'ensemble des disciplines à dispenser. Donc effectivement, je vais passer rapidement ça. Donc je m'intéresse effectivement à la question du genre depuis quelques années, spécifiquement dans l'informatique à la base, puisque en étant chercheuse en informatique, finalement, c'est ce qui m'a un peu percuté de me dire on est 10% de filles en informatique en école supérieure, ce qui est vraiment pas grand-chose. Finalement, un impact par la suite sur la société qui est de plus en plus numérisée. Et actuellement, j'ai une position de chef de projet STEAM. Et donc, je dois m'intéresser au métier STEM. Et par là, finalement, la question de genre, on parle souvent des filles dans le numérique, mais la question de genre est beaucoup plus vaste que ça, puisqu'on peut très bien se pencher dessus simplement pour le fait d'avoir trop peu de filles en biologie, par exemple, trop peu de garçons en biologie, trop peu de garçons dans les filières de pharmacie, et ce genre de choses. Donc, finalement, c'est un peu... ça va dans les deux sens, quoi. Faut pas l'oublier. C'était juste pour le préciser.
Alors, cette question d'égalité de genre, finalement, elle répond aux objectifs de développement durable de l'UNESCO. C'est l'objectif 4. Je vais essayer de réduire ça comme ça, vous pourrez lire. Donc, l'objectif 4 qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, finalement, ce n'est pas juste pour le fait d'avoir la parité dans chaque métier, mais on est vraiment sur l'accès à tous à une éducation de qualité. Il faut savoir que le fait que justement il y ait concernant les femmes, en tout cas, peu de femmes dans les métiers du numérique ou du polytechnique, finalement, ça a une répercussion économique sur leur niveau de vie. Donc, tout simplement parce que ça leur coupe toute une partie de métiers qui sont, je dirais, à haut salaire. Et donc, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faudrait justement emmener les femmes vers ces métiers à haut salaire, donc de l'informatique et de polytechnique. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous montrer un peu sur quoi ça repose. Donc, c'est pas juste le fait d'avoir de la mixité partout, c'est aussi le fait d'avoir un enseignement de qualité pour tous et après, finalement aussi une vie, un confort de vie qui soit le même, donc que chacun ait ses chances d'aller vers des métiers à haut salaire. Donc, quand je vous disais que justement, c'était pas qu'une question de trop peu de femmes quelque part, mais aussi de trop peu d'hommes dans d'autres sections. Donc là, ça vous montre je dirais les mesures de l'UNESCO jusque 2016 où on voyait que effectivement en ingénierie et en technologie de l'information, on a trop peu de femmes, mais à l'inverse, dans les santé, la protection sociale, l'éducation, les arts et les sciences humaines, on a finalement trop peu d'hommes. Et donc, ça a aussi un intérêt, si on vise une éducation égalitaire, finalement, de rééquilibrer aussi d'autres filières que le numérique. Je ne vous vois pas au niveau des questions, donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je peux peut-être demander à Jonathan de gérer si jamais il y a des questions. Parce que ça peut être Ouais, interactif. Je veux dire, si vous avez une question sur une slide, on peut s'arrêter et en discuter. ouais, mais Alors, j'ai pourquoi est-ce invité. que... Ah, pardon, je disais juste, j'ai invité les gens à poser des questions dans le chat s'ils veulent, et si tu veux, Ouais, je te les faire monter. ok, ça va. Donc, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers les enseignants lorsqu'on parle de construction et de déconstruction de stéréotypes de genre? Finalement, c'est parce que dans les dernières enquêtes, et ça s'est répercuté dans beaucoup d'enquêtes, mais dans les dernières enquêtes belges qui ont été faites, notamment GenderScan en 2021, on voit que principalement, il y a deux causes de découragement des jeunes à aller vers certaines filières. Ce sont les parents. Donc, les parents ont quand même une, euh, une forte influence et les enseignants. Et c'est quasiment pareil, hein. On est quand même, vous voyez, les filles sont découragées par les enseignants à raison de 60% et les garçons, malgré tout, à 42%. Donc découragés d'aller vers certaines filières. Et donc, l'enseignant a quand même une responsabilité euh, qu'il ne faut pas négliger. Et ce qui est assez étonnant à voir, donc ça c'est une étude qui a été faite dans le cadre du plan de relance Wallonie l'année dernière, finalement, c'est que 30% des enseignants sont certains de ne transmettre aucun stéréotype. Et c'est là que c'est un petit peu aussi étonnant parce que je pense qu'on en transmet tous, parce que c'est tellement ancré dans notre société que on ne se rend même pas compte qu'on les transmet. Donc ici, on voit que 30% sont certains de ne pas en transmettre, il y a 46% qui doutent, qui disent que probablement, et 22% sont persuadés d'en transmettre. Et donc, c'est un petit peu tous ces chiffres et toutes ces dernières enquêtes sur les dernières années ici qui font que actuellement, la formation en genre des enseignants a un peu le vent en poupe, ce qui est assez étonnant parce que finalement, vous allez voir, je vais vous donner des outils qui existent depuis quelques années quand même. Donc, il y a sur le net, la Fédération Wallonie-Bruxelles a quand même mis en place pas mal de choses qui permettent de travailler les stéréotypes de genre chez les très jeunes. Et donc finalement, on ne va pas réinventer la roue ici, on va juste donner quelques conseils et prendre quelques anecdotes pour vous montrer un peu sur quoi on pourrait jouer pour essayer de déconstruire ces stéréotypes. Donc ce qui est important, c'est ce schéma. Donc c'est-à-dire que même si ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais il faut quand même savoir que cette histoire d'égalité, et comme je vous ai dit, le fait d'amener des personnes vers des métiers à haut salaire, on est quand même sur quelque chose, une raison économique, une raison d'amener vers des filières. Et donc, on doit quand même garder en tête le fait qu'on va donner aux enfants une image de soi. Et cette image de soi, elle va être comparée à l'image qu'on va donner d'un métier. Et la comparaison de représentation donc, entre le soi et le métier, finalement, va faire en sorte que soit il y a accord et le jeune va aller vers le métier,
soit il y a un accord modéré, donc c'est peut-être une sélection provisoire, un remaniement des représentations, etc. Donc il va y avoir une réflexion qui va être menée, soit l'accord est très mauvais et simplement c'est le rejet du métier. Et c'est justement cet accord très mauvais qu'il faut éviter. Et donc à la fois, il y aura une question à se poser sur les stéréotypes de genre, donc qui vont jouer sur l'image de soi, mais aussi sur les stéréotypes de métier. Mais ça, on en rediscutera à la fin de la présentation ici. Je ne me suis pas beaucoup attardée là-dessus, mais je peux vous montrer des résultats d'une enquête qui est en train d'être menée ici cette année, financée par le SPF. Finalement, ce travail sur les stéréotypes pour l'image de soi ou pour l'image du métier, c'est un petit peu la distinction que je ferai, même si les profs du secondaire doivent aussi travailler sur l'image de soi. Mais pour moi, eux, ils auront d'autant plus une responsabilité sur les stéréotypes de métier parce qu'ils sont disciplinaires. Et donc, c'est-à-dire que quand un enfant va au cours de chimie, eh ben, l'image qu'il a de la chimie, elle est développée par notamment l'enseignant en chimie. Et donc là, il y a une responsabilité qui est un peu plus sur les stéréotypes de métier. Et si le travail a été bien fait avant, en amont, sur l'image de soi, logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Eh ben, maintenant, là, je vous parle dans le monde idéal. Et finalement, ce sont des choses qui sont quand même connues depuis de longues dates. Et finalement, on voit qu'on a du mal à sortir de cette habitude qu'on a et de ces stéréotypes de société. Donc, petite définition pour rappeler ce que c'est qu'un stéréotype lié au genre. Donc, finalement, le stéréotype, c'est une opinion généralisée quant aux attributs ou caractéristiques que les femmes et hommes possèdent ou doivent posséder. Et ça porte aussi sur le rôle qu'ils jouent ou doivent jouer dans la société. Alors, un stéréotype n'est pas forcément néfaste, hein. Donc, il est néfaste lorsqu'il limite la capacité d'une personne à développer ses compétences personnelles, exercer un métier, prendre des décisions concernant sa vie. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on transmet un stéréotype qui, justement, va bloquer la sélection d'un métier ou le développement de compétences personnelles spécifiques, finalement, là, on entrave l'orientation et la décision de vie d'un jeune. Alors, pour donner un petit exemple, les filles sont douces, c'est un stéréotype. Donc, c'est un attribut, une caractéristique qu'on associe aux femmes. Et le fait de dire que justement, c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas faire de bonnes directrices, ceci, c'est un préjugé. Donc, qui est forcément lié aux stéréotypes qu'on pose. Alors, il y a des études qui sont faites, beaucoup d'études par rapport à ça. Et le fait qu'on vous dise, c'est notamment les enseignants, mais aussi les parents, c'est assez logique, hein, parce que finalement, ça se fait très tôt. On positionne l'âge plus ou moins l'identité sexuelle à 2 ans. Donc, finalement, voilà, dès le moment où l'enfant a 2 ans, il va commencer à se créer une identité sexuelle. Donc, ça va être avec ses parents et avec les contacts qu'il va avoir peut-être à la crèche, etc. Et puis après, ben, on a l'entrée dans l'école maternelle et on va avoir de nouveau aussi un travail sur les stéréotypes qui va se faire, peut-être néfaste, où l'école ne va plus former un individu élève, mais bien un élève fille et un élève garçon. Donc, un élève mâle porteur de stéréotypes masculins finalement et un élève femelle porteuse de stéréotypes féminins. Donc là, on a les résultats d'une étude qui a été faite ici en Belgique. Donc, ce sont des futurs enseignants du secondaire, 850 enseignants, et on leur a demandé d'exprimer des stéréotypes à propos des élèves de première secondaire. Et vous voyez un petit peu ce qui sort, hein, ce sont les stéréotypes bateaux, hein. Donc, c'est ce qu'on entend souvent. Donc, les filles, elles vont être appliquées, bavardes, émotives. Elles vont souvent travailler en binôme, elles vont être fashion victimes, elles font des coups en douce, elles sont plutôt littéraires, elles sont plus matures que les garçons, parfois plus pestes, elles sont plus pipelettes. Elles sont plus propres, plus sages, plus scolaires, plus studieuses et plus sérieuses. Et finalement, les garçons, on va avoir une autre image. On va dire ils sont plus agités, plus bagarreurs, plus sportifs, non scolaires, plus directs. Ils vont plutôt travailler en groupe. Ils vont souvent tester les limites. Ils aiment les jeux vidéo. Ils aiment ce qui est scientifique. Ils sont plutôt provocateurs, sales, conflictuels, bruyants, immatures et compétitifs. Et avec ces caractéristiques-là, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu ce que je vais vous montrer comme l'exemple du préjugé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on attribue une caractéristique en fonction du sexe, il va y avoir des préjugés derrière. Donc, je vous montrerai des exemples par après, justement, dans la dynamique de classe qui se font parce que, sur base justement de ces stéréotypes qui sont fixés. Donc, c'est assez étonnant de voir quand même, hein. Donc, on est quand même sur des élèves de première secondaire et on a déjà, donc ce sont des élèves de 12 ans, il y a déjà quand même une assez
précise image de ce que serait un garçon et une fille à 12 ans. Alors, donc, tous ces préjugés, finalement, c'est comme je vous ai dit, ça va mener à des discriminations. Et c'est pour ça que, finalement, l'UNESCO souhaite qu'on donne un enseignement égalitaire, c'est pour éviter ces discriminations sexistes. Donc, pour ne pas avoir de ségrégation professionnelle, pour que hommes et femmes occupent finalement les mêmes fonctions professionnelles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, on voit que les filles, par exemple, on dit les filles ayant pourtant des meilleurs résultats scolaires s'orientent vers des filières moins porteuses d'emploi ou n'occupent pas les mêmes postes que les hommes, finalement. Et donc, c'est un peu ça qui choque, c'est-à-dire que on va avoir des filles qui sont assez bonnes jusqu'à un certain âge, ou en tout cas qui sont assez sûres d'elles sur des matières scientifiques et tout. Et puis, à bout d'un moment, vous avez un peu un tournant. Donc, on situe le déclin de l'intérêt, par exemple, pour tout ce qui est filière scientifique chez les femmes à entre 12 et 15 ans. À 12 ans, toutes les filles, plus ou moins, ont encore un intérêt pour les sciences. Et puis, ça va disparaître jusqu'à 15 ans. Et malheureusement, 15 ans, c'est l'âge de l'orientation, en tout cas, avant que ce ne soit le tronc commun. Jusque maintenant, 15 ans, c'était l'âge d'une certaine orientation. Et finalement, si on arrivait avec des filières scientifiques après 15 ans, ben, les filles, elles ne les choisissaient pas. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut enrayer finalement, c'est de faire en sorte que cet intérêt pour les sciences, il reste jusqu'au bout. Après, ce n'est pas, pour vous donner un exemple, ce n'est pas que les stéréotypes de genre qui sont là derrière. Il y a aussi l'image, donc je vous ai dit, la représentation des métiers. Par exemple, c'est assez étonnant, Jérémy Dehon, qui est professeur de didactique en chimie à l'UNAMUR, me disait, et c'est vrai, que c'est assez étonnant de voir à quel point le mot chimie, finalement, est effacé des programmes scolaires jusqu'à un certain âge. Et parce que, justement, la chimie a une mauvaise image sociale, et qu'on fait en sorte que les jeunes ne le voient pas trop. Et puis finalement, ça apparaît assez tardivement, et finalement, cette apparition tardive, ça peut aussi jouer sur le fait qu'il n'y ait pas d'intérêt non plus pour cette matière. Alors, les ségrégations qu'on peut avoir, c'est le plafond de verre. Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu des exemples de ce qu'on vise à éliminer. Donc, le plafond de verre, c'est pour empêcher, donc qui empêche les femmes d'accéder aux fonctions supérieures. Et la paroi de verre, quand on atteint les postes élevés, mais qu'on est finalement dans des départements non stratégiques. Et donc, on ne donne pas accès aux femmes aux mêmes salaires et privilèges. Ça, c'est assez frappant. Je vais quand même parler un petit peu des femmes dans le numérique, parce que vraiment, je connais bien le sujet. Donc, mais c'est pour vous donner des exemples. C'est assez frappant si vous regardez, en fait, les tables rondes qui se font autour des femmes dans le numérique. Regardez le profil des femmes qui sont invitées. Il y a rarement des informaticiennes. Il y a rarement des ingénieurs. En fait, on est plutôt sur effectivement des postes qui viennent avec des études, ingénieurs de gestion, ce genre de choses. Donc en fait, on est plutôt sur un certain aspect du numérique. C'est vrai qu'elles gonflent les chiffres du numérique, mais finalement, elles n'ont pas ces postes stratégiques qui donnent ces accès au salaire et aux privilèges. Elles sont des femmes dans le numérique, mais si vous voulez, elles ont des... Je ne vais pas dire que c'est secondaire parce que ce n'est pas secondaire, mais elles sont cantonnées dans certains domaines. Et donc, c'est assez flagrant. Parce que ça, j'en ai fait beaucoup des tables rondes et en fait, assez régulièrement, je regarde le profil de mes intervenantes, enfin les personnes à qui je vais intervenir lors des tables rondes et c'est assez étonnant de voir qu'en fait, on n'arrive pas à trouver vraiment des femmes purement dans le numérique parce que tout simplement, il faut aller chercher un peu plus large parce qu'elles sont plutôt dans les ressources humaines, dans l'administration, dans la communication, etc. Après, ça reste des métiers du numérique, mais ce ne sont pas, si vous montrez ça à une jeune fille, ce n'est pas l'image de quelqu'un dans une position d'informaticien avec les gros salaires de consultant, si vous voulez, pour le dire clairement. Donc ça a un impact aussi sur les jeunes filles, c'est de montrer que finalement les femmes dans le numérique, ben, c'est plutôt dans la com, c'est plutôt dans l'administration, etc. Alors, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça, c'est assez intéressant de voir que finalement, c'est une règle de français qui a un impact non négligeable sur justement les stéréotypes de genre. Donc, parce que le masculin, c'est le genre par défaut. Vous avez peut-être déjà entendu, donc, quand on est dans les études de genre, on dit le neutre est masculin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de neutre, en fait. Notre neutre, il est masculin. Et pourtant, le neutre n'existe pas puisque tous les mots qu'on a dans la langue française sont soit masculins, soit féminins. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir ce neutre masculin euh, qui finalement invisibilise les femmes. Et c'est assez étonnant, hein. Moi, j'ai fait une étude, justement, quand je vous avais vu tout à l'heure, les études qui montrent sur les stéréotypes que les enseignants pensent transmettre. Si vous leur demandez de citer des métiers, ils vont mettre au féminin infirmière,
aide-soignante, femme de ménage, mais tout le reste, c'est au masculin dans les métiers. Donc, et même des femmes, hein. Donc, parce que, évidemment, faut pas se dire que parce que vous êtes une femme, vous ne transmettez pas de stéréotypes. On est tellement ancré dans les stéréotypes qu'on en transmet autant que les hommes. Parce que c'est notre façon de fonctionner depuis trop d'années. Et donc, pour vous montrer pour ce que c'était cette idée de neutre masculin, un exemple tout simple, c'est les objets du quotidien. Il y a beaucoup d'objets du quotidien qui ont été développés surtout à partir des hommes. Et donc, l'exemple le plus connu, vous l'avez déjà entendu sans doute 1000 fois, c'est la ceinture de sécurité. Et alors, il y a peut-être un an, même pas plus, il y a une dame qui a enfin pris en compte les femmes pour les tests de crash et voir à quel point la ceinture pouvait protéger les femmes. Donc, il y a à peine un an, hein. Donc, on parle quand même d'un truc qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. Mais toujours est-il que jusque-là, la ceinture de sécurité, elle était testée avec des mannequins qui avaient les dimensions d'hommes. Et finalement, vous voyez, on avait des pourcentages de risque de blessure chez les femmes beaucoup plus grands que chez les hommes. Tout ça pour vous dire que justement, cette neutralité masculine, elle n'est pas sans conséquence. Et c'est la même chose dans tout ce qui est numérique. Les exemples de l'IA sont vraiment les bons exemples aussi. Toutes ces IA développées par des hommes cis de 40 ans font en sorte qu'il y a beaucoup de biais et de biais sexistes justement et de biais raciaux qui sont dans ces IA, tout simplement parce que le développeur n'a pas pensé à élargir les critères qu'il mesurait sur une population différente de lui. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt justement d'avoir des équipes pluridisciplinaires et surtout plurisexes. Alors, au niveau de l'éducation, ce que je vous ai mis ici, donc, chaque fois que vous cliquerez sur une image, en fait, il y a des liens derrière. Donc, j'ai fait toute une série je vous ai mis toute une série de sites que je trouvais intéressants. Ici, c'est une maman qui a développé un concept qu'elle appelle Mon fils en rose. Et finalement, elle travaille beaucoup sur les ressources. Sur les ressources, elle lit des livres, des films, elle décrypte ces films au regard de stéréotypes de sexe. Elle donne des bons exemples finalement de lecture à donner aux jeunes, ce genre de choses. Et surtout, elle a classifié ce qu'il faudrait regarder principalement lorsqu'on veut faire en sorte de ne pas promouvoir des stéréotypes sexistes dans l'éducation. Et ce sont des choses toutes simples. Donc, c'est de dire les couleurs, les cheveux, les vêtements n'ont pas de genre. Et ça paraît tout bête, mais finalement, ce sont des réactions qu'on a vite dans les classes, hein. Donc, hmm, ma petite sœur a un petit garçon qui portait du vernis, par exemple. Ben, très vite, ses camarades de classe, en fait, disent ben, le vernis, c'est pour les filles. Mais finalement, si on n'interagit pas à ce niveau-là, il n'y a pas de le vernis, c'est pour les filles. Ça, c'est un stéréotype finalement. Donc, il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire que le vert est plus neutre que les autres couleurs, que les roses et les bleus, c'est stéréotypé, qu'avoir des cheveux longs, c'est pour les filles. Enfin, vous avez vu ma vidéo. Finalement, moi, j'apprécie énormément avoir des cheveux extrêmement courts. Je trouve ça hyper pratique. Et j'ai décidé de les garder comme ça, alors que j'ai eu des cheveux longs toute ma vie. Mais finalement, je veux dire, je me suis dit, ça montre aussi. Ça montre aussi qu'une femme peut avoir des cheveux extrêmement courts et ça reste une femme. Donc, il y a dans les jouets, il y a les émotions, parce que je pourrais vous montrer des exemples dans la plupart des manuels. Il y a vraiment ces émotions, ces attributs caractéristiques émotionnels qui sont mis pour les filles ou pour les garçons. On a des garçons qui sont forts, on a des filles qui sont plutôt pleureuses, qui vont être plus fragiles, qui ne vont pas monter sur une échelle parce que c'est trop dangereux. Donc, c'est des trucs un petit peu bêtes, mais que finalement, ça montre quelque chose à l'enfant. Et à force de le voir, en fait, c'est pas le problème, c'est pas de le voir une fois. Le problème, c'est que toutes les représentations s'accordent et que finalement, ça finit par devenir une habitude. Donc, il y a vraiment, on en rediscutera par après, un besoin de diversifier ces représentations et de montrer aussi des garçons qui pleurent, de montrer des filles qui sont fortes, etc. Donc, jouets, émotions, compétences, tout ça n'a pas de genre. Et pour vous montrer un petit peu les exemples ici, donc des mauvais exemples, hein. Donc, quand on dit les jouets, c'est vraiment le truc caractéristique à stéréotype de sexe, c'est ça. Donc, vous avez ici différents types de Barbie. Ça partait d'une bonne intention, hein. Donc, vous avez au-dessus à gauche les Barbie qui sont dans les soins de santé.
Donc, on a toutes des femmes docteurs. C'est vrai qu'il y a plus de docteurs femmes que de docteurs hommes, hein. Donc, si vous connaissez un peu les statistiques, c'est aussi un métier qui est principalement féminin. Mais d'ailleurs, les grands spécialistes, c'est principalement des hommes. Donc, on voit aussi là le plafond de verre. Donc, on va avoir des femmes qui sont spécialistes, mais elles ne sont pas majoritaires. Un petit peu comme les profs d'UNIF. Il y a quelques femmes maintenant, mais en fait, c'est pas l'égalité, quoi. Ce n'est pas l'égalité, même dans des disciplines où ça pourrait l'être. Donc, vous avez la Barbie ingénieure informaticienne. Donc, elle a un ordinateur rose, donc on est purement dans le stéréotype aussi. Ça partait d'une bonne intention, mais voilà, donc elle a des lunettes roses, etc. On a la Barbie gameuse qui est clairement dans les stéréotypes aussi. Donc on a la gameuse qui a les cheveux colorés et qui finalement va porter un jean plutôt qu'une jupe, etc. Après, quand je vous dis que ce sont des stéréotypes, c'est parce qu'on les a construits comme ça. Donc c'est-à-dire que si on avait plusieurs types de Barbie avec des Barbies qui sont un peu dans tous les styles, il n'y aurait pas de problème. Donc, on a voulu faire des Lego pour les filles. Finalement, ils les ont colorés dans des teintes pastel claires, etc. Clairement typés filles aussi. On a quand même chez Lego, dans les catalogues maintenant, une tendance à mettre des filles qui manipulent les jouets avec des teintes plutôt neutres ici de jaune et de gris. Et puis là, on a donc si on repart dans l'autre sens, j'ai les Barbie ingénieurs en intelligence artificielle. Là, on a à la fois le stéréotype avec des lunettes de sécurité, on se demande pourquoi, des scientifiques finalement, donc stéréotype. Et quand on est en robotique et IA, on a un robot anthropomorphe qui est le plus gros stéréotype en concernant l'IA. Donc, que les gens l'imaginent anthropomorphe et plutôt robot, alors que c'est un programme informatique. Et alors, on a le dernier cas qui est assez marrant. C'est la Barbie chimiste qui se retrouve avec des bijoux et une jupe qui est interdite en laboratoire. Quand vous travaillez en laboratoire, on le sait. Et alors, c'est cette verrerie très typée féminin, finalement, alors qu'on aurait pu se contenter de faire une verrerie complètement neutre. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent être des exercices de déconstruction, hein. Alors ça, c'est un de mes élèves qui m'a envoyé ça ce week-end, donc pour me montrer un petit peu la représentation des filles et des garçons dans ces boîtes de jeux qui sont un peu découvertes scientifiques, etc. Donc on voit que quand on est autour des dinosaures, on a les deux. Quand on est en robot, on est plutôt fille. Alors là, il y a une fille qui effectivement fait une baston de robot, mais regardez la tête de la fille, hein. Donc le gars, il a l'air à l'aise, il gère. Elle, elle a plutôt l'air de subir. Euh, le cyborg, tout ce qui est ingénieur, là, c'est quand même le garçon. Et alors, si je reprends ici, donc on a la même chose, on a le chimiste, un garçon, hop, ils nous mettent quand même un petit couple pour le challenge de chimie, mais de nouveau, la fille, elle le vit mal. Donc, mais ça paraît con, hein, mais ce sont des images que les enfants gardent. Je vais vous donner un bête exemple aussi de pourquoi les enfants pensent que le numérique est moins l'affaire des femmes. C'est parce qu'en fait, bien souvent, les institutrices, quand elles ont à utiliser un outil numérique devant les enfants, en fait, bien souvent, soit elles vont faire appel à un correspondant informatique, soit elles vont paniquer ou elles vont, en tout cas, exprimer qu'elles ont des difficultés. C'est con, hein, mais ça a été mesuré. Donc, c'est-à-dire que le fait de voir son institutrice un peu galérer ou en tout cas exprimer une difficulté, ben, les enfants associent ça au fait que elle fait appel à un homme pour pouvoir rediffuser son ordinateur, utiliser son tableau blanc interactif. Et donc là, déjà, on a aussi la transmission sans le vouloir, donc implicite, d'un stéréotype. Et après, moi, je vous montre des exemples ici dans la communication de tous les jours pour vous dire que même si l'enseignement était parfait, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font à l'extérieur. Donc, voilà, des publicités assez intéressantes du style, par exemple, ici, l'astronomie, c'est pas trop mon truc, mais l'anatomie de mon voisin, oui. Donc, en fait, une femme qui achèterait un télescope, on n'est pas du tout dans une visée scientifique. Alors que le mec ici, il a plutôt une visée de travail avec son ordinateur. Ici, on a les deux mêmes publicités pour l'engagement dans l'enseignement en France. Donc, une femme qui a trouvé le poste de ses rêves, on est dans des têtes claires, on est sur une cuisine. Donc, sur la table d'une cuisine, elle a un livre et on a
la même chose du côté homme, des teintes plutôt sombres qui sont classiquement typées masculin. On a un ordinateur et lui a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions, ce qui est vraiment complètement différent sur le message qu'on fait passer pour le même métier. Et là encore, il y a des autres exemples, hein. Donc, finalement, le stéréotype des blondes, ici et là, mais cette pub, elle avait été vite éradiquée. Maintenant, il y a quand même pas mal de personnes maintenant qui travaillent sur ça et dès qu'il y a des choses un peu trop sexistes, il y a quand même toute une démarche qui peut être faite pour supprimer les pubs. Mais donc ici, c'était assez sympa. Donc, look like a girl, act like a lady, think like a man, parce que bon, quand on est une femme, on ne peut pas penser, et work like a boss. Donc, on est plutôt aussi euh, sur les think et work qui sont plutôt des notions masculines. Et alors, donc je continue. Donc, on était dans l'observation donc, et dans le devenir. Donc, l'observation que l'enfant peut faire de son environnement, ce qu'il peut devenir, donc en termes de comment il peut jouer, euh, porter une robe de princesse, etc., les émotions, les compétences. Et le dernier point que la dame met en avant, c'est le être, justement, en montrant que les caractéristiques sexuelles, que les pronoms et que les orientations sexuelles et que les parentalités n'ont également pas de genre, finalement. Et donc, ce sont tous des points sur lesquels on peut travailler. Et on va un petit peu regarder maintenant, justement, comment on pourrait les travailler. Et chaque fois que je vous ai mis des ressources, donc, je vous ai mis ce sont des liens cliquables. Donc, je vous ai pris déjà dans le côté communication, parce que moi, je suis assez persuadée que c'est principalement dans les discours des enseignants, mais aussi dans les folders qu'on peut communiquer, dans les ressources qu'on va donner à l'enfant, donc vraiment dans tout ce qui est communication, que beaucoup de choses peuvent passer. Donc, j'ai mis un guide pratique ici pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Tout n'est pas intéressant au niveau de l'enseignement, mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Avec un premier conseil, c'est user du féminin. Je n'aime pas féminiser parce que féminiser, c'est comme si finalement ça n'existait enfin, féminiser, c'est comme si le féminin n'était pas existant à la base, mais il est existant. Donc finalement, je préfère qu'on dise user du féminin. Le féminin existant, c'est simplement de le faire réapparaître finalement. Donc, c'est accorder le nom des métiers, titres, grades et fonctions. J'ai une prof qui me disait justement qu'habituellement, quand on doit définir, on va dire le docteur. Donc, on est plutôt aussi dans des métiers où on va les mettre au masculin. Et donc, l'intérêt ici, c'est de se dire, on va faire l'effort de toujours avoir une espèce d'égalité et de parler de métiers dans les deux sexes. Donc, user du féminin et du masculin dans les messages adressés à tous. Comme je vous ai dit, le problème de genre, ce n'est pas non plus faire en sorte qu'on ne parle que du féminin. Donc, des exemples ici. Donc, ici, ils soutiennent. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques avec le poids médian, etc. Mais ici, donc, ils prônent le côté on dit les deux. Et on accorde finalement avec le terme le plus rapproché. Donc, les hommes et les femmes sont belles. Ou les femmes et les hommes sont beaux. On ne met pas toujours le masculin en premier ou en dernier. Donc, ce n'est pas une question de galanterie. Ils le font par ordre alphabétique. Donc, c'est-à-dire que femme est avant homme, lycéenne et lycéen, sénateur et sénatrice. Donc, on fait si possible par ordre alphabétique et sinon, on essaye de varier. Donc, on ne vient pas avec ces histoires de galanterie non plus à mettre toujours l'homme derrière. Donc ici, utiliser des mots qui sont neutres finalement, hein. Donc, une personne, un être humain, le cours professoral, le peuple, le public, etc. Donc, on essaye d'avoir des mots qui désignent des femmes et des hommes ou des mots englobants. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. OK. Donc, deuxième petit type, c'est de diversifier les représentations. Donc, diversifier les représentations des femmes et des hommes et veiller à équilibrer le nombre de femmes et d'hommes à la fois dans la communication, mais également aussi, je dirais, si vous devez aborder quelque chose en classe, vous devez citer des femmes, vous devez essayer de trouver des exemples hommes. Si vous avez, dans l'idéal, il faudrait même que l'équipe soit. Maintenant, je sais que c'est difficile de trouver dans certaines sections des hommes, mais le but étant de veiller toujours à avoir un équilibre. Donc ici, je vous ai mis un document qui avait été édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles où ils ont analysé 130 manuels scolaires, donc qui étaient distribués dans l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ils montrent des mauvais exemples, des exemples qui sont
idéaux pour promouvoir l'égalité et de ceux qui doivent permettre de mener la réflexion. Donc, je vous conseille cette ressource, ça montre beaucoup d'exemples. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est justement de se dire, c'est pas le fait qu'il soit problématique en soi, c'est la répétition des schémas. Donc, c'est ce que je vous disais. Si vous avez de temps en temps une femme qui fait la vaisselle pendant que le mari tond la pelouse, il n'y a pas de problème. Si c'est toujours ça, en fait, c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, c'est l'image que l'enfant va se représenter. Surtout que n'oubliez pas que dans la plupart des familles, ça va être ça. Donc, parce que on n'a pas encore non plus formé les parents euh, aux stéréotypes de genre et qu'on peut se dire que c'est quand même à l'école que ce sera le plus facile de le faire parce que les enfants ont accès à cette éducation indépendamment de ce qui se passe chez eux et pourraient même ramener finalement des bonnes pratiques chez leurs parents, hein. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, il faut diversifier et notamment mettre des exemples, des contre-exemples des habitudes qu'on a dans notre société actuellement. Pas non plus que ce soit hyper artificiel, hein, parce qu'il y a des fois des publicités, par exemple, où on voit clairement qu'on a intégré une femme, où j'ai vu des vidéos de promotion de métier où l'attention était bonne, mais par exemple, on intègre une femme et c'est la cliente. Ce n'est pas l'objectif. C'est pas intégrer la femme pour intégrer la femme. Il faut, par exemple, intégrer la femme dans une action qui est à l'égal de celle de l'homme. Et le contraire, hein. Donc, si on met, imaginons qu'il y a parmi vous des profs qui forment les aides-soignantes ou les infirmières. Ben justement, moi, pour le moment, j'ai dans mes élèves une dame qui forme les aides-soignantes. Ben, elle dit toujours tout au féminin parce qu'elle a un seul garçon et qu'elle a l'habitude de ne pas en avoir. Et donc, elle est toujours un peu mal à l'aise en me disant, est-ce que je dois dire, il faut dire évidemment les deux si possible, parce que évidemment, lui, ça doit être dur pour lui aussi. Et donc, c'est un peu cette idée-là de se dire, on doit déconstruire. Et le fait d'être justement dans des cohortes, quand on a un site maternel ou primaire, bien souvent, la cohorte, elle est 50-50, ou en tout cas, on a presque la mixité. Quand on est dans des filières spécifiques ou dans des disciplines spécifiques, notamment dans les options secondaires, vous n'avez plus la mixité. Et vous savez que pour pouvoir avoir la mixité, il faut d'abord être plus centré sur les problèmes justement du groupe le plus restreint. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être exclusif pour avoir l'inclusion. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement avec les filles dans le numérique. On a beaucoup le reproche de dire on ne fait rien pour les hommes, mais non. Parce que la mixité, elle passera d'abord par le fait de privilégier les femmes. Et au moment où l'égalité sera là, en fait, on pourra arrêter de privilégier les femmes, mais là, on est obligé de le faire parce que c'est comme ça que la mixité sera obtenue. Et donc, c'est un peu la même chose pour les profs qui sont dans des options où il y a peu de filles. On doit alors être attentif aux filles. Et même chose pour les garçons, hein. Donc, dans les options plus du care, justement, parce qu'on a moins souvent le cas de trouver des garçons là-dedans, ben voilà, il faut promouvoir justement ça et faire en sorte de mettre en place des actions qui vont aider celui qui est en minorité à bien se sentir et à rester, parce que c'est surtout ça. Alors, ce qu'on vous propose ici, donc dans ce petit manuel, c'est finalement donc une représentation équilibrée et diversifiée des filles et des femmes, des garçons et des hommes. Alors, filles et femmes, garçons, hommes, sachez que moi, on m'a dit cette semaine que filles, c'était dénigrant. Je ne le pensais pas comme ça, mais voilà. Donc, ça, c'est encore une autre problématique. Mais quand on interroge finalement les principaux intéressés, on se rend compte que peut-être on n'est pas encore assez précis et assez attentif à leurs besoins. Donc, une diversification des rôles, fonctions et activités des filles et des garçons. Donc, des jeux variés, tant physiques qu'intellectuels, tant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Donc, il faut des proportions équivalentes. Il faut varier les tenues vestimentaires, ce que je vous disais, hein, donc des filles et des garçons. Donc, éviter d'attribuer systématiquement certaines couleurs ou certains types de vêtements à un sexe. Et finalement, au niveau des sports, pareil. Donc, pas uniquement les sports qui nécessitent de l'adresse chez les garçons et de la résistance physique, etc. Donc finalement, voilà, donc c'est un peu jouer sur les 10 points qui étaient au-dessus et essayer de faire en sorte de diversifier tout ça. Donc la diversité des modèles familiaux, pareil. La diversification des rôles, fonctions, activités des hommes et des femmes.
Donc, des femmes actives dans la vie professionnelle ou pratiquant des loisirs, des hommes impliqués dans la vie familiale. Et valoriser la présence des femmes dans l'histoire et dans les actualités. Pourquoi là on dit souvent les femmes? C'est parce que bien souvent, les femmes ont été invisibilisées dans la plupart des recherches qui ont mené à des grands changements dans l'histoire. Et donc ça, c'est malheureusement, ça fait partie de la réalité. Et donc là, c'est pas une question qu'on ne doit pas mettre les hommes en avant, mais il faut assez souvent justement mentionner qu'il y avait des femmes finalement qui ont participé à pas mal de choses. Mais là, ça, rien n'empêche de faire toujours l'équilibre, hein. Donc de montrer 3 hommes et 3 femmes. Pas montrer 10 femmes non plus. Donc, être toujours dans ce côté mixité. Donc, comment faire? Ben voilà, il vous donne des petits tips un peu concrets. Donc, les couleurs, l'activité exercée, les types de vêtements, l'attitude des personnes. Donc, ne pas systématiquement représenter les femmes comme étant à disposition des hommes dans des positions lascives, etc. La place sur l'image, donc représenter les hommes au premier plan et les femmes en arrière-plan ou dans les marches. L'environnement, les hommes en extérieur et en milieu professionnel, les femmes à l'intérieur. Et privilégier la coopération au rapport de force. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. Les filles n'aiment pas la compétition, hein. Donc, finalement, elles vont préférer présenter une activité en termes de coopération que de dire c'est un concours entre vous. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans le sens où, pour le moment, il y a beaucoup de concours de robotique et c'est présenté comme des concours de robotique. Et le fait de dire concours, finalement, ça veut dire qu'il y a un gagnant et que donc c'est une compétition. Et donc, il y a des réflexions actuellement à l'UC Louvain pour voir comment on pourrait créer des Olympiades féminines, Olympiades informatiques féminines, avec cette notion de non-compétitivité et d'avoir quelque chose qui soit plus dans la coopération. Alors, ce qu'on peut aussi bouger fort, c'est la dynamique de classe. Donc, on ne doit pas utiliser le sexe comme critère. Donc ça, donc là, c'est une ressource que la FWB nous met à notre disposition où il y a plein d'exemples. Moi, j'ai repris ceux que je trouvais assez parlants. Donc, c'est le fait de séparer les filles et garçons. Donc, des profs qui, de façon systématique, utilisent le sexe comme critère d'organisation. Donc, les filles qui font une rangée, les garçons une autre, etc. Et finalement, les autres pratiques, c'est assez classique, on va dire, c'est faire 2 lignes. Soit on fait par les vêtements rouge et vert, soit on fait, ils peuvent choisir. Il y a la question de l'alternance fille-garçon. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'en fait, on vous dit, c'est-à-dire que s'il chahute trop, je le dispose de manière alternée afin que le groupe soit plus calme. C'est clairement un stéréotype, hein. C'est pas parce qu'une fille est à côté d'un garçon que d'un coup, les garçons vont être calmes et parce que les filles sages à côté ne vont pas bouger. Donc moi, je suis pas trop pour ça. D'autant que, il est quand même démontré que si vous faites des groupes dans vos classes, isoler une fille, ça n'est pas une bonne chose. Donc on essaye de faire en sorte qu'une personne en minorité ne soit jamais seule dans un groupe. Et donc, cette habitude que certains profs ont justement de se dire: «On va mettre une fille dans chaque groupe pour essayer d'avoir, la pensée féminine dans la réflexion», ben non, c'est pas une bonne chose en fait, parce que la fille, elle va pas faire grand-chose dans ça. Donc je suis pas trop pour l'alternance. Donc c'est juste pour vous montrer aussi que, ce qui est raconté dans ces ressources, ça n'est pas forcément, ça donne des petites indications, mais il ne faut pas le prendre notamment pour acquis. Il faut un peu avoir aussi, de la réflexion par rapport à ça, peut-être discuter avec vous. Justement, je suis en train de regarder un petit peu avec certaines hautes écoles pour, avoir des journées de partage autour de la question du genre et ça semble être quelque chose qui est assez, demandé. C'est des journées où les profs viennent avec des cas problématiques ou des cas vécus en classe et on essaye de trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas non plus une solution unique. Ça peut marcher dans un cas, pas dans un autre, etc. Mais toujours est-il que le côté mélanger les filles et garçons, ça c'est la même chose que ce qu'on a déjà vu par ailleurs, c'est de dire, ben voilà, les activités tout le monde doit participer à tout et pas faire une assignation, ben, les filles font le ménage et les garçons s'occupent d'autres choses. Donc, on revient sur les mêmes tips qu'on retrouve assez souvent. Une autre ressource qui est assez intéressante aussi, où là, il y a un peu plus de rigueur dans le sens où il vous alimente de petits tips qui sortent de recherche. Et je trouvais ça assez intéressant. J'en ai pris 3 ici, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Et par exemple, dans les échanges verbaux. Donc, on dit que finalement, les professeurs ont plus d'interactions verbales avec les garçons qu'avec les filles.
une plus grande variété de termes pour s'adresser à eux, leur font un plus grand nombre de remarques positives ou négatives et leur prodiguent davantage d'encouragement, de questions ou d'indications. Donc finalement, il y a plus de stimulation intellectuelle. Donc ça semble assez bizarre, peut-être parce que justement, c'est cette idée que le garçon plus perturbateur, selon la tribu stéréotypée, il faut vraiment tout le temps le garder à l'œil. Donc on va essayer tout le temps de le maintenir. C'est notamment ce qui se raconte aussi dans le contrôle de classe, donc le deuxième encadrage, où finalement ici on voit que parce que les filles ne réagissent pas, quand elles n'aiment pas une activité, elles ne réagissent pas de façon très résistante. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont subir quand même l'activité et elles vont pas être du tout dans la perturbation de classe, alors que le garçon aurait une tendance à l'être plus. Et finalement, en faisant ça, donc d'office, les professeurs sont invités à se consacrer surtout aux garçons, parce qu'ils essayent de maintenir un semblant d'ordre. Et ça, probablement, on a tous ce réflexe de se dire, vous savez, quand on arrive dans des classes, moi, quand je fais des animations, on me dit souvent, il y en a deux, trois là, il faut un peu les tenir à l'œil parce que. Et après, ça arrive que ce soit aussi des filles, hein. Donc, mais de façon générale, il y a un peu cette crainte. Et donc, du coup, une réaction du professeur qui est d'essayer de maintenir plus les garçons en interagissant plus souvent avec elles. Et alors, un autre effet qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte ici donc, que lors de l'évaluation, donc les mêmes copies d'élèves sont soumises avec soit un prénom de fille, soit un prénom de garçon. Et lorsque la copie est bonne, le garçon, en fait, il y a une meilleure cote. Donc, quand le prénom c'est un prénom de garçon, il y a une meilleure cote. Mais quand la copie est médiocre, la note la moins sévère, c'est moins sévère si elle porte sur le prénom de la fille. Donc, on a une tendance à être moins sévère avec une fille, mais à mieux coter un garçon. Et donc, c'est des effets qui sont ancrés en nous et auxquels il faut être attentif, peut-être en faisant justement des... Et ça, c'est courant, hein. Je veux dire, quel enseignant n'a pas une attirance plus pour un enfant qu'un autre parce que le courant passe mieux ou, donc, il faudrait pour ça être, pour la neutralité, finalement, évaluer de façon anonyme. Autre dynamique de classe qui est très importante, c'est finalement de réagir directement aux stéréotypes sexistes. Donc, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de ce petit garçon qui portait du vernis, il aurait fallu que l'enseignante finalement réagisse assez rapidement et fasse une petite activité sur qu'est-ce que c'est que, pourquoi est-ce que le maquillage aura un genre, etc. Donc finalement ici, l'idée c'est vraiment de créer... non, attendez, j'ai passé trop vite, c'est ça. Réagir donc aux stéréotypes. Donc par exemple dans les feedbacks, donc un garçon qui prend un crayon rose, la petite fille qui lui dit que c'est une couleur de fille, et là directement, la prof intervient et c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais évidemment, il faut avoir peut-être des ressources derrière qui permettent de le faire. Et pareil, donc il y a l'activité de cuisine qui peuvent être liées aussi à ces stéréotypes. Donc les filles qui font de la corde à sauter, des garçons qui ne veulent pas parce qu'ils disent que c'est une activité de filles. Et donc là, la prof a trouvé le fait de dire que les boxeurs s'entraînaient eux aussi avec une corde à sauter. Donc avoir un exemple dans la société qui montre que finalement, ce n'est pas que pour les filles. Et cette habitude qu'on a, et on l'a tous, quand on dit à un enfant, arrête de pleurer, t'es un grand garçon courageux, t'es un homme maintenant, ou peu importe. Mais donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on sort assez spontanément, hein, donc, et de façon inconsciente. Moi, j'ai un petit garçon, mais ça m'est déjà arrivé de le dire et je me rends compte que je le dis. Donc après, il n'a pas encore 2 ans, donc c'est hyper important d'être attentif à ça. Mais donc, ça veut dire que de façon inconsciente, et ce qui se passe en classe, les parents ne le voient pas. Donc, c'est vraiment un travail à faire des deux côtés. Autre type, donc au niveau de la dynamique de classe, justement, c'est de créer un environnement d'apprentissage égalitaire. C'est à la fois, mais ça, je vous montrerai un site après où vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Ce n'est pas que dans la classe, hein. Donc, l'environnement d'apprentissage égalitaire, c'est aussi dans la cour. Vous savez que bien souvent, dans certaines cours, il y a un terrain de foot en plein milieu de la cour où vraiment, clairement, ça montre que finalement, les garçons qui jouent plus au foot, ils ont une place centrale dans la cour. Et donc, il y a des choses qui pourraient être repensées même par rapport à ça. Et dans la classe même, c'est les espaces de jeu dans les classes de maternelle. Donc,
il y a des classes qui ont des espaces de jeu qui sont différents ou qui sont construits de façon à ce que ça attire plus les filles ou plus les garçons. Donc, il y a moyen peut-être de travailler là-dessus. Donc, par exemple, ici, la professeure, elle a fait l'espace voiture est devenu un espace transport, l'espace poupée aux maisons est devenu l'espace hôpital. Donc, elle a donné des contextes un peu plus neutres. Et elle a installé un espace déguisement avec une table de maquillage contenant des masques. Donc, voilà. Donc, elle a essayé de faire en sorte de casser un peu les stéréotypes voiture-poupée. C'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en place dans certains spectacles, hein. Donc, moi, j'avais été il y a 2 ans un spectacle d'école où la chanson que les enfants faisaient, c'était à un moment, c'était les vitrines, c'était pour la Saint-Nicolas, les vitrines des petites filles, poupées et bébés, les vitrines des petits garçons, robots et je ne sais plus quoi. Mais donc là, dans le contenu de cette comptine finalement qui était utilisée dans un spectacle, bah, clairement, toutes les filles étaient habillées en princesse et en bébé et les garçons avaient des déguisements. Mais donc ça, c'est de la responsabilité aussi de l'enseignant d'avoir conscience que c'est promouvoir un stéréotype, d'utiliser ce genre finalement de ressources. Et il y en a beaucoup, hein, parce que je peux vous dire que je zappe des fois sur BTV et je ne sais plus les noms des dessins animés, je crois ça avec le film m'a intéressé, mais j'ai vu des, des dessins animés où il y a toujours la mère à la cuisine. Ah, c'était l'âne trop trop. Et autre chose aussi, souvent le garçon pour cueillir des pommes, la fille qui a l'échelle et le garçon monte. Donc c'est des choses un peu innocentes finalement, mais qui à force d'être vues, ça s'ancre quoi. Ça s'ancre chez le jeune qui se dit que c'est la pratique aussi de tous les jours, hein. Donc chez moi par exemple, mon mari ne fait pas trop confiance sur l'utilisation de ces outils. Peut-être parce que je suis un peu maladroite, mais toujours est-il que le fait que du coup je ne toucherai peut-être jamais ces outils, finalement, mon petit garçon ne me verra jamais avec une visseuse ou quoi. Si je vous assure, je prends quand même une visseuse de temps en temps, mais c'est pas l'habitude. Et donc forcément, cette image aussi de effectivement le papa dans son atelier d'outils et je vais pas dire que je suis à la cuisine parce que je n'aime pas la cuisine, mais en tout cas je ne fais pas, moi je ne bricole pas. Et alors donc ça c'est pour les jeux, les jouets et un peu les stéréotypes qu'on utilise dans les contes, mais dans les livres aussi, donc il y a beaucoup de livres où justement il y a pas mal de stéréotypes qui sont pas compris. Et vous voyez ici, par exemple, on dit la série Martine a été volontairement enlevée de la bibliothèque de la classe, moins pour lutter contre le stéréotype véhiculé par cette série que pour le modèle parfait que cette héroïne incarne et qu'aucun enfant ne peut faire, parce que finalement, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire de rôle modèle. Donc le rôle modèle, on dit il faut avoir, et c'est notamment dans tout ce qui est pour des orientations vers des disciplines, on vous dit il faut montrer des femmes qui ont réussi dans des domaines où il y a peu de femmes et tout, il faut mettre en évidence des femmes scientifiques, des femmes qui ont inventé des choses, etc. Et en fait, il faut faire attention avec ces rôles modèles, que le modèle soit inaccessible. Et finalement, ce qui était derrière ce rôle modèle, c'était pas d'aller chercher des Marie Curie et des bazar ainsi. En fait, quand on parle de rôle modèle, logiquement, c'est un attribut dans une personnalité réussi à obtenir une place dans un domaine qui est plus souvent masculin. Et l'enfant peut se reconnaître juste dans une caractéristique, hein. Donc, par exemple, si je ne me vante pas d'être dans une femme dans le numérique, mais toujours est-il que si, par exemple, moi, je me présentais et que je disais je cherchais un truc, je n'ai pas d'idée, mais disons que par exemple, je dis, voilà, je suis nature et je suis apicultrice. Eh bien, imaginons qu'un enfant soit particulièrement attiré par la nature, ben, il pourrait se dire, ah oui, ben, Julie, en fait, elle a fait la fortune, elle est la nature de moi. Et ça peut être pas plus que ça. Le fait de mettre des rôles modèles trop et ça peut de se mettre à la place de ce modèle. Et donc, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, c'est toujours un peu, il faut une diversité. Vous pouvez montrer des personnes très, très intelligentes et qui ont eu des parcours exceptionnels, mais il faut aussi montrer des personnes qui n'ont pas des parcours au MIT ou dans des grandes universités, qui sont peut-être autodidactes, ça peut être super intéressant. Donc voilà, il faut aussi la diversité là-dedans.
Et donc là, Martine, visiblement, était trop parfaite et que ça pouvait faire en sorte de jouer sur le développement personnel des enfants. Alors, il n'y a pas que donc, dans cet environnement d'apprentissage, il y a effectivement l'extérieur, l'intérieur de la classe, il y a aussi les contacts avec les mères et les pères. Parce que habituellement, c'est qu'encore bien souvent la maman qui va aller chercher les enfants et qui va peut-être assister euh, aux réunions de parents, etc. Et donc finalement, ça montre, ça donne une image aussi. Donc, même si apparemment des profs disent que les papas s'appliquent de plus en plus, mais voilà, donc ça donne quand même aussi une image, et donc il faut aussi dans les contacts, les pères et les mères, ben, faire en sorte d'essayer d'avoir de temps en temps le papa quand même, euh, et faire en sorte d'avoir une organisation d'une réunion de parents pour que le père aussi discute, puisque visiblement il y a aussi un peu le fait que c'est plus facile pour une femme de discuter avec une femme, et comme beaucoup d'instits sont des femmes, finalement, elles sont mieux à l'aise aussi avec des mères. Mais donc voilà, donc il y a aussi un travail à faire sur l'interaction avec les parents. Et au niveau de l'équipe, d'avoir une mixité dans l'équipe. Mais évidemment, ça, on n'en est pas encore là. Parce que c'est un petit peu comme les femmes dans l'informatique, mais donc les hommes dans l'éducation, malheureusement, c'est plutôt une denrée rare. Et ce qui veut dire que justement, peut-être les mettre en évidence peut aussi aider à faire en sorte d'attirer plus de jeunes hommes à faire ces filières. Vous savez, pour la description des métiers, par exemple, je pense à ça pour l'attraction vers les filières. C'est assez intéressant de voir que justement, la description d'un métier par une femme n'est pas du tout la même que la description d'un métier par un homme. Et donc, quand vous réalisez une vidéo pour promouvoir une filière, il faut aussi la diversité, en fait. Il faut aussi que votre filière, elle soit présentée par une femme et par un homme pour avoir la vision différente. Elles vont mettre peut-être le doigt sur des valeurs différentes que les hommes et vice-versa. Ce qui fait que le discours va peut-être plus parler aux hommes quand c'est l'homme qui le fait et le discours va parler aux femmes quand c'est la femme qui le fait. Ensuite, un dernier conseil, c'est le former, évidemment. Donc, vous avez vu tous les exemples et tous les stéréotypes sexistes qu'on peut trouver dans une école. Évidemment, il y a cette idée que vous pouvez les déconstruire. Donc, c'est-à-dire que dès le moment où il y en a un qui est identifié ou un livre que vous trouvez qui a un gros stéréotype sexiste dedans, ben, ça vaut la peine peut-être à chaque fois de le signaler aux enfants et d'avoir une réflexion avec. Donc, on est sur des réflexions critiques, constructives des modèles donnés, donc par rapport à des textes. Ça ne veut pas dire donc vous ne devez pas brûler tous vos livres qui ont des stéréotypes, mais plutôt les utiliser justement à des fins de formation et intégrer la dimension genre de manière transversale à tous les niveaux d'une lecture critique des manuels. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, mais effectivement, nos manuels, bien que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des manuels, mais notamment en primaire et en maternelle, les 130 manuels qui sont référencés par la FOIB, c'est assez flagrant. Donc, vous pouvez aller les voir, c'est assez flagrant les exemples où dès qu'on a des maths sur la feuille, c'est principalement des hommes, les femmes sont en arrière-plan, elles ont toujours l'air malades ou pâles, ou dit qu'elles sont pâles, qu'elles sont fragiles, etc. Donc c'est assez étonnant de voir comme c'est stéréotypé. Et donc là, c'est une chose. Donc c'est une chose où on a travaillé justement sur l'image de soi. On dit qu'il faut le faire à partir de 2 ans au niveau de la sensibilisation. Je ne vous ai pas donné des exemples ici parce que à chaque fois que vous allez aller sur une des ressources que j'ai données, en fait, il y a des fiches d'activité toutes faites. Et franchement, elles ont été testées, elles sont pas mal faites. Il y a des listes de métiers, il y a des listes de critères que les enfants doivent attribuer féminin, masculin, et comme ça permet de discuter. Et il y a vraiment tous les arguments pour justement travailler avec eux. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un domaine qui a été étudié dans tous les sens et qui finalement ne s'est pas bien intégré dans l'éducation de nos futurs enseignants. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait d'autres difficultés au même moment. Et donc, mais les ressources existent. Et je vais en montrer encore une autre après. Et après, cette image de soi, il faut aussi faire attention à l'image du métier qu'on montre en fait, en faisant soi-même son métier et finalement en travaillant avec des outils numériques, etc., dans le cadre des outils numériques.
Et pour ça, donc, on va travailler sur ce qu'on appelle l'image métier. Donc, c'est la présentation globale du métier dans l'esprit d'un individu. C'est une représentation mentale, ça c'est sûr. Elle est formée suite à l'exposition d'un individu à différents stimuli. J'y arriverai. Je suis un peu fatiguée. Donc, lorsqu'il doit déterminer son comportement à l'égard d'un métier, l'individu va y faire référence. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent être travaillées quand on parle de l'image du métier. C'est 6 critères-ci. Donc, c'est l'accomplissement, la rétribution, la responsabilité, les risques, l'équilibre vie privée et professionnelle et le relationnel. C'est finalement ce qui fait en sorte qu'un jeune va choisir ou pas ce métier. Donc, l'accomplissement, vous voyez que c'est assez intéressant. Donc, perception du métier par son contenu et son utilité à la société. Là, je vais revenir, moi, sur une problématique qui me tient particulièrement à cœur. Que pensez-vous qu'on donne comme perception du métier d'informaticien avec ce qu'on fait comme informatique dans les écoles secondaires et primaires? Pas grand-chose. En fait, donc, ça, c'est super important pour moi, pour des enseignants qui vont partir sur le codage, etc., qu'il y ait à un moment une discussion sur les métiers du numérique. Parce que le métier du numérique, ce n'est pas ça. Et donc, c'est vraiment la perception du métier par son contenu. Ça, il faut en être bien clair. Vous savez, en chimie, je vais dire en chimie parce que moi, je connais bien ce domaine-là aussi. Je ne sais pas qui se souvient de ces cours de chimie en secondaire, on ne faisait que des titrages. Donc, c'est-à-dire, c'est un type de chimie spéciale qu'on appelle la chimie analytique. Et en fait, c'est vraiment une toute petite partie de la chimie. Et donc, si on n'attire pas des jeunes vers la chimie, c'est notamment parce que le contenu qu'on en a dans l'enseignement secondaire ne peut pas donner une vision à 360 degrés des métiers. Et ça, c'est super important pour les jeunes. C'est-à-dire d'avoir une vision à 360 degrés et la possibilité, à travers une description de métier, de se dire, ah, ce métier-là, il faut être, je ne sais pas moi, c'est utile à la société. Donc là, l'utilité de la société, c'est ça, hein. Donc, c'est se dire, oui, l'informaticien, c'est pas que quelqu'un qui est dans sa cave et qui fait des applications, c'est aussi quelqu'un qui va travailler dans un hôpital à développer des applications qui sont utiles pour des diabétiques. Donc là, tout de suite, on rajoute un petit contexte sociétal, une utilité, un côté care, qui fait qu'il peut y avoir la notion d'accomplissement qui soit mieux développée chez le jeune. Ensuite, il y a la rétribution. Et ça, il n'y a rien à faire. La moitié des gens qui viennent chez nous en bac informatique, en fait, nous disent qu'ils viennent pour le salaire. Donc, il faut bien savoir que c'est quand même quelque chose qui est important pour eux. Donc, la perception associée au niveau de rémunération du métier. Et finalement, aussi, la contribution que nécessite le métier, la rétribution qui en est retirée. Donc, c'est aussi un peu, on peut aussi travailler avec un salaire moindre si on a une espèce de qualité de vie. Donc, c'est aussi un équilibre à avoir. Et finalement, il n'est pas idée de justement dire tout le monde doit faire des études universitaires parce qu'on gagne bien. C'est montrer aussi que les métiers techniques finalement gagnent bien parce que c'est aussi ce côté justement métier manuel et tout, indépendant, ça a une image très négative. Ça a une image des personnes qui n'ont pas d'assurance, qui, si jamais ils ne travaillent plus. Il y a quand même des choses qui ont changé et je pense que justement, il y a des choses qui sont à retravailler là aussi. Donc la responsabilité aussi. Donc l'application dans la prise de décision, l'impact des décisions, la place hiérarchique du métier, les risques, donc les risques physiques, psychiques, etc. Donc ça, c'est un peu négatif, hein. Donc je vais vous montrer après ce qu'on pense des métiers informatiques, par exemple. C'est pas innocent de venir dire on est assis tout le temps sur un ordinateur. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes d'yeux, qu'on a des problèmes de dos et qu'on est assez sédentaire quand même. Et ça, c'est assez mauvais pour toutes les maladies cardiovasculaires. Donc l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc ça, c'est justement cette perception de dire on n'a plus de vie privée quand on est indépendant, par exemple. Et le relationnel, donc le lien social au travail qui existe dans le métier, relations interpersonnelles qui procurent, donc travail en équipe, isolement, relation avec les tiers. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler quand on parle d'un métier, mais pas forcément en disant que du positif, parce qu'il peut y avoir du négatif, mais pas en donnant des stéréotypes en tout cas. Donc voilà, par exemple, le stéréotype classique que les jeunes vont vous dire des métiers en informatique, donc un métier d'homme. Il faut être bon en maths. Il va passer sa vie devant un écran, l'informaticien. Il n'a pas de vie sociale. On ne doit pas être trop créatif parce que quand on l'est trop, en fait, ça ne sert à rien puisqu'on ne doit pas être créatif pour être informaticien. Et finalement, il y a beaucoup de problèmes de santé. Donc les écrans, la position statique, etc. Donc, quand vous comparez ces représentations des jeunes entre 12 et 15 ans, là j'ai mis qu'un extrait, mais ce sont franchement ceux qui reviennent le plus souvent, hein.
Par exemple, c'est un peu con à dire, mais moi, quand je fais des animations, non seulement il y a ça, mais en plus, le côté, donc c'est un métier d'homme. Donc moi, quand j'allais faire des animations en classe autour de l'informatique, qui n'est pas réellement l'informatique, mais donc du codage, etc., ben, sachez que je n'étais pas considérée comme une informaticienne parce que j'étais genre, enseignante. Donc c'est-à-dire que pour eux, je n'étais pas une femme dans le numérique. Je donnais des cours de numérique, mais en fait, je ne pouvais pas être une informaticienne parce que j'étais une femme. Donc, ça vous montre à quel point c'est quand même vachement ancré. Et du coup, qu'on dit ça, c'est évident, d'autant que les femmes n'ont pas d'informatique dans le secondaire actuellement, que personne ne va aller vers l'informatique. Je vous ai mis donc ici des guides d'animation, justement, pour qu'il y ait des activités sur le choix d'un métier sans préjugés. Et la dernière chose ici que je vous ai mis, c'est justement le site de la FWB qui, je vais sortir de ma présentation pour vous le montrer en direct. Donc, ça, c'est le fameux analyse des 130 manuels. Même si les manuels, c'est pas ceux que vous utilisez, je trouve que c'est hyper intéressant de voir l'analyse qui en est faite, quoi. Parce que franchement, je pense on ne se rend pas compte. Donc, par exemple, ici, deux cas. Enfin, moi, je m'en rends compte maintenant parce que je n'ai plus que le nez là-dessus. Mais ici, deux personas qui sont proposés aux jeunes. Le gars, il est quand même informaticien et elle est secrétaire. Donc, vous voyez vraiment, c'est toujours un peu dénigrant pour la femme, finalement. Et on ne va pas avoir beaucoup l'homme dans le care, ce qui fait que finalement, ben, on n'attire pas non plus des jeunes vers le care. Donc ici, on a quand même l'infirmière, c'est une femme, le docteur est un homme. Donc la spécialisation, c'est pour l'homme. Donc c'est vraiment tous des petits trucs. Et alors le site en question, donc ça c'est Mon fils en rose, pour vous montrer un petit peu. Donc à chaque fois, elle décrypte des bouquins qui parle d'inclusion, pas uniquement sur le problème de genre, mais bien souvent quand même, et assez intéressant. Elle a une chouette analyse. Et ce sont des livres, personnellement, que moi, je ne vois pas souvent passer dans les bibliothèques. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et donc, l'autre site que je voulais vous montrer, c'est ce site Égalité Filles-Garçons qui a été développé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on est carrément sur un module de formation initiale et continuée, mais je ne sais pas si beaucoup de personnes l'utilisent finalement. Mais je veux dire, ce n'est pas, c'est assez pratico-pratique, hein. Donc, c'est-à-dire que il passe par le côté école, le côté disciplinaire, parce que là, on est quand même plutôt sur les problématiques de attirer vers des filières. Le côté sociétal, c'est un peu différent, mais ça vaut la peine de le faire aussi. Et alors, si je prends par exemple le côté égalité dans les outils ou aménagement de l'espace, j'aurais pu aller aussi. Vous avez toute une partie un peu explication que je trouve assez intéressante, où ils ne vont pas trop loin dans les détails, vous n'êtes pas envahi de théories pratiques qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Mais par contre, vous avez vraiment des parties agir, où vous avez la possibilité là d'aller chercher des petites activités, des petits conseils euh, ou des petites ressources pour pouvoir mener à bien quelques activités avec vos élèves. Donc, je trouve que franchement, cet outil est bien. Après, le côté disciplinaire, il est en refonte parce qu'évidemment, ils vont l'adapter au FMTTN. Donc, pour vous dire que cet outil, en plus, n'a pas été abandonné, hein. Donc, on est encore sur un outil qui est en cours de travail et que je trouve assez bien fait, finalement, qui va à l'essentiel et qui offre la possibilité, quand on n'a pas l'occasion de mettre en place ce genre de leçons dans l'enseignement en haute école, bah, de donner ça aux élèves pour pouvoir justement s'informer par soi-même, quoi. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça va, je ne vais pas vous tenir 2 heures en parlant toute seule, mais lorsque on parle justement de stéréotypes de métier, pour vous montrer un petit peu le type de recommandations qu'on peut mettre en place. Voilà. C'est une activité qui a été faite pour le SPW. Donc, ça parle beaucoup de STEM, mais c'est pour vous montrer un petit peu le type de recommandations qui sortent, en fait, finalement, de quand on doit
chipoter avec plutôt du disciplinaire. Donc, les réseaux féminins, donc pour valider des productions. Donc, si vous essayez d'attirer plus de filles dans une filière technique, par exemple, bah, il faut peut-être faire des petites communications, mais il faut valider. Après, c'est réseau féminin ici, c'est le réseau en interne, donc les anciennes étudiantes, etc. Ne jamais réinventer l'eau chaude, ça c'est sûr. Les rôles modèles, donc comme je vous l'ai dit, pas que des génies. Il faut qu'elles soient le moins possible stéréotypées. Donc il faut aussi casser le côté stéréotype. Et c'est très difficile parce que par exemple, moi je suis en train de travailler sur un jeu en cybersécurité avec l'Eurospace Center. Ils ont engagé un gars vraiment chouette qui est en train de développer un chouette outil pour FMTTN. Mais le gars, il n'est pas du tout informaticien, mais il porte tout le temps des pulls à capuche. Et en fait, il a le stéréotype du hacker. Donc c'est vraiment super marrant parce qu'en fait, ça n'est pas fait exprès parce qu'il est prof de maths en fait, mais toujours est-il que je suis persuadée que les jeunes, ils vont faire le lien. Parce que c'est trop vu l'image du hacker avec ses capuches. Donc, du personnel féminin ou masculin dans les pôles de formateurs, il faut de la mixité. Quand on est système de marrainage, mais ça peut être parrainage, donc quand on est dans des endroits de non-mixité et qu'on a une minorité, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait une aide pour les personnes qui sont en minorité. Ça, j'ai un petit peu décrypté finalement des visions de métier à travers des objets, mais la place de la femme n'est pas toujours bien mise. Et finalement, donc, ce que je vous disais, donc la vision à 360 degrés. Donc, il faut avoir une bonne idée des métiers qui sont liés aux disciplines finalement. Et si vous ne l'avez pas, il y a quand même des ressources comme la Cité des métiers. Il y a pas mal de choses qui existent qui pourraient simplement être, on réoriente l'enfant vers. Donc, éviter de tomber dans les pages de clichés, dans les pièges des clichés girly, etc., quand on fait des événements spécifiques filles ou spécifiques garçons dans le sens contraire. Donc, l'écriture inclusive, ou comme je vous ai dit, moi ici, je ne suis pas une fervente défenseur de l'écriture inclusive, mais finalement, je trouve que le fait de citer hommes et femmes, moi, ça me va très bien aussi. Alors, un truc qu'on n'a pas discuté beaucoup, mais il faut savoir quand même que, justement, avec tous ces stéréotypes de sexe qu'on met en place de 2 ans à 12 ans, finalement, la jeune fille, elle perd sa confiance en elle, notamment pour les maths. C'est assez flagrant de voir à quel point, au bout d'un moment, les filles ne seraient plus bonnes en maths et moins bonnes que les garçons. Et donc, il y a un intérêt aussi à avoir des, des ressources pour développer la confiance en soi ou les attitudes dans les activités. Donc ça, il existe certainement des ressources assez, assez importante dans le domaine, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'œil, même pour les garçons finalement. Il faut toujours avoir un petit peu d'empowerment. Donc, c'est-à-dire, dès le moment où on voit qu'il y a euh, des personnes qui se disent moins capables d'eux, etc., il faudrait qu'il y ait des activités, des attitudes positives envers l'échec, ce genre de choses, qui permettent de rendre de la confiance en soi aux jeunes, finalement. Le rôle des formateurs, mais ça, donc c'est le côté dégenrer le matériel, donc l'équilibre lorsqu'on porte attention aux femmes, éviter la stigmatisation donc dans des minorités, hein. Donc par exemple, un truc que les profs me disent souvent, c'est qu'ils se rendent compte que finalement, déjà quand il n'y a pas beaucoup de filles ou de garçons dans une classe, bien souvent on connaît plus facilement leurs prénoms et donc ils sont moins anonymes. Et finalement, aussi, on a une tendance à dire on ne vous entend pas les filles, par exemple, ce genre de choses. Et donc ça, ce sont des choses qui finalement stigmatisent les filles. Et alors, ce qui est intéressant aussi, moi, ce que je trouve ceci, c'est mettre le focus sur le débouché avant le contenu des programmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent hein, au CIEP. On est quand même souvent, oui, les débouchés sont toujours écrits quelque part dans le folder. Mais souvent, en tout cas pour nous, par exemple, on nous dit, euh, il y a la majorité des crédits en première année, c'est programmation et maths. Et on va dire à l'étudiant, si tu n'as pas fait 4 heures de maths, ça va être compliqué. Ben, ce discours, en fait, d'office, ça va nous faire perdre tous les étudiants qui n'ont pas fait 4 heures de maths, alors que les maths qu'on voit en informatique ne sont pas les maths du secondaire. Donc, il y a vraiment un stéréotype qu'on continue à promouvoir, y compris le personnel des institutions où il y a des problèmes, hein. Donc, je veux dire, c'est vraiment ancré. Et donc, c'est compliqué à changer. La dynamique de groupe, ça, on en a un petit peu parlé. Donc, on n'isole pas les minorités, on répartit bien les tâches entre les membres. Et la répartition des tâches, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit le timer. On le voit d'ailleurs dans le manuel sur les manuels scolaires dégenrés. C'est que la fille, elle est soit preneuse de notes, soit elle est responsable du temps. C'est un petit peu des tâches secondaires, quoi, si vous voulez. Et puis là, en fait, ça, c'est pour des formations.
Des formations d'adultes, donc c'est un petit peu différent. Donc c'est décloisonner les d'apprentissage, privilégier des formations courtes, accès pratique, etc. Donc, ah oui, il y a un truc qui est super intéressant aussi à ce niveau-là. Et puis, je vais arrêter de discuter de ça, mais il faut savoir aussi que les filles, elles ont un besoin d'auto-évaluation. Et c'est la confiance en soi qui est là derrière. C'est-à-dire que régulièrement, s'il y a des outils d'auto-évaluation dans certaines disciplines qui sont moins l'apanage des jeunes filles, eh ben, en fait, ça peut les aider justement à se sentir plus à l'aise et finalement à ne pas perdre confiance en elles et quitter finalement ces filières. Donc, l'auto-évaluation, c'est un besoin chez les jeunes filles. Une auto-évaluation assez régulière où elle peut se dire je suis pas, et si elle ne suit pas, avoir la possibilité justement de, de pouvoir rattraper ça. Donc, d'avoir des remédiations, etc. et des outils pour pouvoir s'améliorer. Et voilà, je pense que j'ai fait un gros tour et je vous ai donné beaucoup de ressources. Je donnerai le lien à Jonathan. Ce que je trouvais intéressant, c'était de vous montrer aussi qu'il y avait énormément de ressources que la Fédération Wallonie-Bruxelles avait vraiment. C'était vraiment quelque chose d'important pour eux. C'est juste qu'après, dans la mise en pratique, ça demande un changement de positionnement des enseignants qui n'est pas facile parce que c'est tellement ancré en nous que les mauvaises habitudes reviennent très vite, hein. Donc, c'est vraiment tout le temps. Après, c'est un peu comme tout, hein. C'est comme quand on met du numérique en classe, on ne vous demande pas de mettre 100% de numérique. C'est peut-être faire des décisions sur la communication, sur l'aménagement des classes. Donc, c'est d'avoir quelques projets dans les écoles comme ça où justement on a quelques actes sur lesquels on peut déjà jouer, quoi, sans pour autant devoir tout révolutionner en peu de temps. Super, ben merci beaucoup Julie et bravo pour la clarté et la fonctionnalité de la présentation. Ça a l'air d'avoir vraiment bien plu dans le chat. Finalement, les questions, vu qu'il y en avait c'était plus ponctuel, il y en a eu plusieurs vraiment ici à la fin en bloc. J'ai préféré pas te couper la parole et on peut les reprendre maintenant. Il y a une première question qui est, vu que tu as fait le lien avec l'écriture inclusive et le rapport que ça peut avoir avec le traitement différencié des garçons et des filles, une question qui est-ce que la situation des femmes est moins défavorable dans les pays dont la langue comporte un neutre? Oui, oui, c'est vrai. Et de toute façon, c'est notamment ça. Mais je veux dire, cette situation défavorable des femmes, elle est surtout chez nous, en fait, finalement. Parce que chez les anglophones, par exemple, il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi une espèce de retenue qu'on a chez nous et on n'ose pas. Je sais pas, les latins, les psychologues, ils disent que les latins, finalement, on est très introvertis par nature et on ne va pas être dans la rébellion et on va subir et on va se neutraliser. C'est ce qui se passe quand tu es en minorité, en fait, ce qui va se passer, c'est par instinct de survie, on se neutralise. Donc, c'est-à-dire que un garçon dans des études d'infirmière, il va se neutraliser en se féminisant un petit peu. Pas forcément très fortement, hein, mais je veux dire, il va essayer de mieux s'intégrer. Et pareil chez les filles chez nous, ce qui est assez perturbant parce que, par exemple, si vous vous dites, je vais inviter une jeune fille qui finit ses études en informatique pour venir parler de ça dans mon école, eh ben, c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, elle a un discours très masculin. Et donc, en fait, ça pose vraiment de problème parce qu'en fait, elle n'a plus. Après, il y en a qui sont un peu dans le combat et tout, il en existe toujours, mais si on choisit sans choisir, finalement, vous risquez d'avoir une jeune fille qui va vous dire, moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de sexisme, alors que je vous jure que quand on leur montre ce que c'est, euh, elles finissent toutes par dire qu'effectivement, elles ont fait quelque chose, des remarques dans les auditoires, etc., au niveau des profs et tout, mais si on ne leur montre pas, en fait, finalement, elles ont un discours très positif. Elles vont dire, moi, j'adorais les maths, donc c'est pour ça que j'ai été en informatique, et là, c'est fini. Dans votre auditoire, vous avez des filles qui se disent, moi, j'aime pas les maths, donc en fait, je vais pas aller faire ça. Et donc, c'est super perturbant pour le moment parce que pour aller choisir vraiment des personnes pour venir discuter de métiers, il faudrait presque avoir un espèce de réseau, créer un réseau avec des suggestions d'experts ou de jeunes qui sont porteurs d'un message sans stéréotype. Et je vous jure qu'il y en a beaucoup, hein, parce que j'ai été assistée à une table ronde justement sur. J'étais dans les invités, mais donc on a fait une table ronde et on a invité une CEO de AGC. Et en fait, la dame, donc directrice chez AGC, elle nous a dit des trucs qui étaient hyper stéréotypés. Tout le public était même un peu mal à l'aise parce qu'en fait,
elle promouvait des stéréotypes. Et le pire, c'est qu'elle nous a dit, en fait, je me sens obligée tous les 15 jours d'aller mettre la main dans le cambouis avec mes ouvriers pour montrer que je suis aussi compétente. Mais en fait, non. Elle est directrice, elle est compétente. Elle n'a pas à retourner chez les hommes, prouver quoi que ce soit. Mais donc, en fait, ça montrait qu'elle était un peu mal à l'aise d'être dans sa position. Et donc, un discours comme ça n'est pas quelque chose qui est positif pour une jeune fille. Donc, c'est super compliqué d'avoir des vrais réseaux. Et je pense que ça, c'est des choses, quand on parle de rôle modèle, on va inviter des jeunes chercheurs à venir dans les écoles. En fait, il faudrait un bon réseau de jeunes qui ne transmettent pas de stéréotypes. Et c'est pas si facile à avoir, quoi. Moi, quand j'en ai sur LinkedIn, je les ajoute dans mes contacts quand je vois passer des jeunes filles en physique ou où je vois qu'elles ont un peu ce côté, justement, on n'était que 3 filles, mais on s'en est sorti, etc. Et donc, mais voilà, c'est pas si facile que ça. Donc cette neutralité, elle existe effectivement chez nous à cause de la langue, le fait qu'on soit latin et qu'on soit pas très dans justement plutôt introverti et pas extraverti et dans la neutralisation. Et voilà. Et après, dans d'autres pays, on n'a pas de problème non plus, hein. Tous les pays marocains et tout, il n'y a pas de problème. Parce que le métier d'informaticien, c'est un métier qu'on peut faire chez soi. Et donc, c'est facile pour les femmes. Donc, la vision du métier qui est promue, elle est plus, oh, c'est un métier facile pour les femmes, elles peuvent rester chez elles, elles peuvent s'occuper des enfants. Pareil en Roumanie. Je ne sais pas si vous savez, mais en Roumanie, la notion de prof d'université, c'est pas du tout la même chose que chez nous. En Roumanie, prof d'université, c'est vraiment pas du tout l'élite. Donc tous les hommes quittent. Il y a plus de femmes que d'hommes comme prof d'univ parce qu'en fait, c'est l'éducation. Et donc c'est moindre. Et donc les hommes vont dans les entreprises. Et donc on a une majorité de femmes profs d'univ en Roumanie. Mais c'est vraiment juste une image sociale parce que c'est l'éducation. Et donc c'est moins bien que d'être en entreprise. Et ce qui montre bien à quel point c'est vraiment très, très culturel. Enfin, Mm. c'est encore un argument, quoi. Alors, il y avait aussi une réaction sur le fait que tu racontais que tu avais entendu que le mot fille était dénigrant et il y a des gens qui se demandaient pourquoi. Je ne sais pas. Donc ça, c'est une remarque qui m'a été faite des étudiantes ingénieures de Louvain, justement, où on voulait lancer des initiatives style Midi Défi, etc. Et elle trouvait que dire Midi Défi, c'était dénigrant. Est-ce que je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec elle. Est-ce que c'est le rapport fille-âge plus jeune, etc., par rapport au fait qu'elles soient à l'université et qu'elles aient déjà passé 18 ans? J'ai trouvé ça un peu étrange parce que bah, moi, j'ai une tendance à appeler mes étudiants les filles et les garçons. Ça reste encore des petits pour moi, mais, Mhm. mais voilà. C'est peut-être le côté mademoiselle, hein, donc c'est un peu c'est Ouais. mademoiselle qui a été éliminée. Peut-être qu'elle voit la même chose dans le fille que. Après, moi, je suis pas sûre qu'il faut éliminer filles, hein. C'est de la vie de quelques étudiantes toujours. Il y en a qui voient peut-être des combats là où il y en a moins à voir, mais Ok. Une autre personne qui demandait, à un moment, tu as abordé le fait que les filles étaient moins portées sur la compétition. Et en fait, c'est une précision ici. Est-ce que le fait qu'elles soient moins portées par la compétition, c'est quelque chose qu'on constate, c'est genre une chose qui a été socialement intégrée, ou c'est justement un des stéréotypes de dire que les filles sont moins non, portées sur la ça a été compétition? mesuré, ça. Ça a été Ok, mesuré. On le dit, mais on dit pas que les filles sont moins compétitives, on dit que les garçons sont compétitifs. ok, Mais effectivement, ça s'est mesuré. Elle n'aime pas, en fait, mais je pense que c'est aussi une question de manque de confiance en soi, hein. Donc, que le fait qu'on les mette en compétition avec des personnes qui sont peut-être des hommes déjà, et donc ça veut dire qu'elle les estime plus intelligents qu'elles, et donc forcément, tous l'un dans l'autre, elles ne vont pas. Par exemple, c'est assez bête, hein, mais nous, on fait à la fin de la bac 1, il y a un gros projet de programmation et c'est une compétition d'IA. Et bien en fait, si vous regardez les filles, en fait, la compétition n'est pas l'objectif du cours. Et d'ailleurs, bien souvent, elles ne vont pas venir le faire. C'est pas une obligation, hein, la compétition. Donc je veux dire, les garçons, ils viennent faire leurs petits combats sur grand écran et tout, mais on a très peu de filles qui viennent. ok. Merci. Bon, là, c'est pas une question, mais je te le remonte quand même le commentaire. Une personne qui dit que ça serait vraiment utile de faire une journée de partage de cette question. Bah, là, c'est une personne de la HEH de Mons, mais sur la section éducateur spécialisé. Donc, si tu veux travailler effectivement dans les hautes écoles, il y a peut-être des gens ici qui seraient, Bah, qui seraient vous pouvez partants. diffuser mon adresse si jamais il y en a qui seraient Parfait. intéressés. Génial. C'est les projets pour l'année 2024.
Ah ben voilà, parfait. On fera tourner ça. Alors il y a aussi des gens qui voulaient prendre la main, enfin qui voulaient prendre la parole, pardon, oralement. Donc j'ai essayé de faire les questions dans l'ordre. Mais là, du coup, Laurent voulait poser une question plutôt avec le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Ça fonctionne, bonjour. Merci pour votre présentation. Alors, je suis formateur d'enseignants, moi, en éducation physique à la Haute École de la province de Liège. Je parle aussi je dis aussi d'où je parle. Je suis un homme cisgenre et je me considère allié de la cause féministe. Et je travaille actuellement sur un pré-projet de recherche, en fait, sur le désintérêt des adolescentes pour la pratique physique, l'activité physique. Et la question de l'impact de la mixité dans les cours d'éducation physique me passionne depuis des années. Et en fait, j'ai tiqué quand vous avez dit que vous avez mentionné les risques associés à la formation de groupes mixtes, notamment quand une fille se retrouve seule dans un groupe majoritairement masculin, ce que je peux comprendre. Moi, dans ma pratique, en fait, depuis 20 ans, j'encourage toujours les étudiants, notamment en primaire, à faire des groupes mixtes systématiquement, bon, en prenant en compte aussi les niveaux des élèves et d'autres facteurs. Mais ce facteur-là est important pour moi. Et moi, j'aurais voulu vous préciser en fait votre position, parce que j'ai pas compris si vous critiquez le manuel ou si c'était votre position sur la mixité dans les cours d'éducation physique, mais je veux dire, ça peut dans les groupes de travail, dans les classes aussi, et suggérer des stratégies pour éviter, pour encourager la mixité tout en minimisant les risques évoqués. Mais oui. Voilà. En fait, la mixité dans les groupes est bien. Le problème, c'est que quand vous avez pas assez d'un des deux sexes, en fait. Et en fait, ce qu'on prône, c'est de ne pas isoler une minorité dans un groupe. Donc, si vous avez que 5 filles et que vous avez 5 groupes, il vaut mieux les mettre 2 et 3 et, que de les mettre une dans chaque groupe. Ok. Donc, c'est ça. Donc, idéalement, il faudrait avoir la moitié et faire des groupes mixtes. Mais quand on n'a pas de quoi faire une mixité vraie dans un groupe, donc avoir 2 filles, 3 garçons, par exemple, si on met juste une fille avec 3 garçons, ça ne va pas aller. Et donc, en fait, il faut rassembler les minorités, on dit. Okay. Et c'est pour une question, de nouveau, de confiance en soi, c'est un peu le soutien, la sororité. Et donc, ça, c'est un truc qu'on a tenté, nous, cette année-ci et qui marche bien. Donc, parce qu'en info, on n'a pas beaucoup de filles, on faisait une répartition par ordre alphabétique. Et donc, ça fait que dans certains travaux pratiques, en fait, il y avait une fille dans l'auditoire avec 50 garçons. Parce que nous, c'est vraiment extrême. Hein. Donc, et ben là, en fait, maintenant, on fait en sorte de les rassembler dans un ou deux groupes. Okay. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont jamais seules. C'est un conseil basé sur votre pratique, alors, si je comprends bien, de terrain. Ça. Pratique de terrain et je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Collet, qui est spécialiste en genre. Ben voilà, c'est quelque chose qu'ils mettent en place aussi dans les écoles polytechniques et informatiques de France, suite à ses conseils, comme elle travaille beaucoup là-dessus. Donc, de ne pas isoler les minorités, en fait. Okay. Après, peut-être que dans votre pratique à vous, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Hein, donc, dans la pratique en éducation physique, en fait, ce qui se passe, c'est que en primaire et en maternelle, c'est mixte. Donc, les classes sont mixtes à la base. En secondaire, en sport, elles ne le sont plus, ou quasi plus. Ça dépend de l'enseignement libre, c'est un peu différent. Mais ça veut dire que c'est surtout dans le primaire que c'est intéressant, je trouve, de justement jouer sur cette variable-là pour éviter que naturellement, les stéréotypes de genre se renforcent. Par le fait mais là, vous êtes quand même sur un groupe qui est quasiment mixte. Hein, donc, vous aurez rarement une jeune fille isolée, non? Ah, si, ça arrive. Il y a des classes où. Oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive qu'il y ait une classe de 20 élèves et que dans les 20, il y ait 5 filles ou 5 garçons seulement. Ça dépend un peu de la démographie et des inscriptions dans l'école. Mais même quand il y a 5 filles et 15 garçons, je dis toujours. Essayez de mettre une fille et 4 garçons pour faire vos groupes. Faites l'observation, voir quel rôle elle joue dans le groupe. Parce que si, par exemple, elle est mise dans un groupe, dans une tâche secondaire parce que justement elle est la seule femme, alors c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est plutôt une observation que vous devriez avoir dans votre pratique pour voir un peu et demander aux filles elles-mêmes, est-ce que tu trouverais plus agréable d'avoir d'office une autre fille avec toi? C'est ça. La réflexion, elle se continue. C'est dans le pré-projet de recherche là, que je suis en train de travailler. Les sources que je trouve vont un peu dans les deux sens. Je n'arrive pas encore à trouver une position. Je pense que ça dépend vraiment des contextes. Et je pense que c'est comme, je vois qu'il y a une question sur LGBT, etc. Il y a des réflexions plein là-dessus aussi. J'ai des enseignants qui me disent comment on doit appeler les jeunes, etc. Maintenant, en fait, il faut leur demander.
Et donc, je tout à pense que fait, c'est ça, je pareil suis chez vous d'accord. ici. Vous devriez juste demander comment ça se passe dans le groupe une fois que vous avez fait ça et voir si effectivement il y a un ressenti qui ressort, qui fait que finalement ça marcherait peut-être mieux d'avoir des filles ou faire les deux expériences hein, et voir la différence. Ok, merci. Merci Laurent et tiens-nous au courant de ton projet de recherche, du coup ça nous intéresse. Alors, du coup, il y avait la question effectivement sur la partie LGBT, vu que tu as commencé à répondre ici, mais est-ce que tu as peut-être un élément ou l'autre que tu voudrais ajouter sur cette question-là? Mais nous, à Namur, on a commencé seulement à en parler, notamment dans tout ce qui est leur identification dans des études qu'on mène ou des choses comme ça, ou dans leur rôle d'étudiant. Il y a beaucoup d'études qu'on fait juste pour des questions de statistiques à l'UNAMUR, par exemple, où ils doivent toujours choisir femmes, hommes. Maintenant, on a mis autre, mais le souci maintenant, c'est que c'est difficile de faire des statistiques avec ça parce que de façon générale, les jeunes répondent autres, même s'ils ne sont pas autres. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de... Ah. Et donc, comme il y a quand même un besoin des fois de faire des études par rapport aux critères de sexe, on n'a pas encore trouvé de solution. Mais il y a des choses Mhm. qui commencent à bouger, notamment pour ce qui est des rôles modèles, mais ça, c'est assez facile à faire. Hein. Donc, on parle des rôles modèles hommes ou femmes. Vous pouvez prendre des rôles modèles qui sont en identité de genre différents. Et j'ai vu qu'il y avait des posters qui étaient sortis pour l'informatique, notamment on voit Alan Turing. Maintenant, tout le monde a vu le livre, tout le monde est au courant qu'il était homosexuel. Et donc, il y a moyen aussi d'appliquer des choses qu'on applique pour des minorités pour aussi ces minorités. Ok, Ça reste assez similaire, je trouve, comme problématique. Pareil, on n'a pas parlé ok, de race ici, mais c'est pareil, quoi. Ouais. super. Et le conseil que tu donnais juste avant, c'est sur la manière de s'adresser à eux, ou ce genre de choses, c'est de leur demander un peu Oui, ce eux veulent, enfin de s'adapter, peut-être c'est ça. d'aller Et les connaître et ouais. s'adapter à Et eux, même quoi. s'ils vous disent il a début d'année, mais qu'ils veulent changer après, par exemple, le fait d'avoir lancé le dialogue, de demander comment vous voulez que, en fait, finalement, ils viendront probablement vous trouver pour dire, bah, finalement, quand ils seront prêts à le faire, ils auront en tout cas le- on va dire l'impression qu'ils peuvent le faire dans l'environnement bienveillant, quoi, on s'est intéressé à la question. Ok, super. Il y avait une question sur les médias, la manière dont ils renforcent les stéréotypes de genre. La personne demande s'il y a des études sur le sujet. Je suppose qu'on a énormément, mais peut-être en quelques points, ce qu'on pourrait dire là-dessus. Mais si, il y en a beaucoup, oui. Mais en tant que tel, des vraies études sur l'impact, je ne suis pas certaine de pouvoir en citer comme ça. Ok. Maintenant, on a conscience que ça se fait. Hein. Donc, déjà, je vous disais, regardez, quand on parle d'IA, à quel point l'image, c'est toujours un humain un peu bleu avec un aspect Matrix. Donc, il y a des images qui sont véhiculées par les médias. euh, et notamment dans tous les discours aussi, c'est vrai, sur les STEM et tout, où par exemple les STEM, on va surtout vous dire, c'est chimie, physique, biologie, maths, engineering et technologie. Et en fait, il y a beaucoup plus que ça dans les STEM. Et en fait, on est toujours STEM intellectuel et on laisse tomber les STEM manuels. Enfin, donc il y a d'office, les médias, ils prennent un point de vue et il est à compléter. D'accord. Ce que tu veux dire sur l'ensemble des STEM, par exemple, un électricien, ça rentre dans les STEM, c'est ça que Ouais. tu veux dire? Ok, Mhm. d'accord. Et je me disais peut-être par rapport à cette question-là, si pas des études d'impact à proprement parler, tu as quand même montré dans ta présentation des Oui, exemples des ça, publicités, mais, enfin mais voilà, ce ça, genre de choses. des analyses de publicité, notamment, il y en a dans les ressources que je vous ai mis, il y en a quand même pas mal, où ils prennent des publicités, ils analysent. Après, moi, je suis sur des sites sur X Ok, ou Facebook, pépites sexistes, ça vaut la peine d'être sur ça. Parce que du coup, ok. ils alimentent énormément des exemples qui passent maintenant, des coupures d'articles. Enfin, c'est intéressant à voir. Mhm. Ça donne un peu des illustrations et des trucs à discuter quoi, avec les élèves. Ouais, super. Alors, il y a beaucoup de merci. Alors, une question, la personne dit une question peut-être un peu bête, mais il n'y a pas de bête question. Hein. Les questions, c'est complexe, hein, quoi qu'il arrive. Mais la personne demande
d'où viennent les stéréotypes de genre? Est-ce qu'il y a des moments déterminants dans l'histoire qui ont marqué le début? Et éventuellement, est-ce que vous recommanderiez des lectures intéressantes sur le sujet? Oh, il y en a beaucoup, mais le problème de la problématique de genre, c'est qu'on va toujours vous le mettre dans un contexte particulier, et donc c'est rarement quelque chose de générique. Par rapport à la problématique de genre, avec justement la neutralisation. Vous allez voir dans les ressources que j'ai mis, il y a des lectures, notamment sur quand le français est devenu neutre, parce que ça n'a pas toujours été le cas, ce neutre masculin. Et donc, en fait, c'est chaque fois un point de vue un peu particulier, donc ça va vraiment dépendre de vos intérêts particuliers. Euh, Il y a les oubliés du numérique, par exemple, quand on est dans le numérique, Ouais. je trouve ça super intéressant. Ça, c'est Mais Isabelle Collet, ça. c'est Isabelle Collet, ouais. Ok. Et alors, il y a des podcasts comme Hector, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un podcast qui a été financé par les bibliothèques royales, je pense, à Namur, et où la journaliste, justement, a créé tous des podcasts dans des dimensions différentes et où elle explique justement la visibilisation des femmes dans les domaines. Euh, donc, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être vues. Maintenant, le truc, c'est que oui, il y a beaucoup, beaucoup, quoi. Et puis alors, de nouveau, c'est une discipline qui est philosophique, épistémologique. Il y a les sociologues qui s'y intéressent. Le côté STEM, c'est plutôt traité par des personnes comme moi, donc qui sont plutôt dans l'informatique et dans les sciences. Et donc, il y a vraiment tout plein de trucs. Par exemple, moi, je ne me considère pas comme experte en genre, mais les personnes qui font le master en genre, par exemple, elles sont vraiment sur la définition du genre, les identités sexuelles, et donc on est vraiment plus sur les concepts, et puis après sur la représentation des femmes sur Internet, par exemple, ou Mhm. la sexualisation des femmes dans les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment plein de choses possibles. On peut s'y Ok. perdre, en fait, hein, dans Bah ce oui, oui, il y a domaine. beaucoup de choses, hein. Moi, il y a une référence que j'ai en tête, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est très axé scolarité, mais vu ça a été un des gros thèmes de la présentation, c'est le livre de Marie Durubella, La tyrannie du genre, où elle aborde ces questions de traitement différencié selon les Ouais. disciplines scolaires ou ce genre de choses. Donc, voilà, il m'est venu en tête comme ça, mais voilà. Bah alors, on a fait le tour des questions du chat. Maintenant, j'ai vu que pendant qu'on discutait, des personnes levaient la main puis la rebaissaient. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main, à voire à ouvrir directement le micro pour la poser oralement. On a encore quelques minutes. Alors, on a une question sur les ressources, mais donc ça, Julie, tu nous communiqueras ça et moi, je retransférerai à Ouais. tout le monde. On fait comme ça, hein. On vous fera un mail C'est cliquable, en fait. Donc, dans ma Ouais. présentation, toutes les images sont cliquables et vous renvoient vers les différents sites consultés. Ok. C'était Bah, ne voilà, pas réinventer la roue. Je voulais vous montrer ce que la FWB avait déjà sorti et Ouais. justement montrer que c'était quand même une problématique qui était assez ancienne et que finalement, il y a des petits tips qu'on peut retrouver à gauche, à droite dans les références qui sont faciles à mettre en place. Ouais. En se faisant violence, quoi. Ouais. Parce que Bah, faut oui. être attentif. Ouais. Bah, à mon avis, on doit tous véhiculer des choses sans s'en rendre compte. Enfin, on s'en rend compte après, quoi. Enfin, voilà. Justement, Oui. je vois, oui, il y a justement dans une des ressources, il y a les 6 réponses que les gens donnent le plus quand on vous venez parler de genre. Et ils vous donnent les 6 les 6 remarques les plus courantes. Moi, c'est toujours pourquoi est-ce que vous faites ça pour les femmes et pas pour les hommes, par exemple. Et donc, vous avez justement des réponses à chacune des remarques. Je trouvais ça assez sympa. Mais de toute Génial. façon, c'est le côté économique, hein. Même si les gens ne veulent pas l'entendre, c'est, on ne peut pas couper l'accès à des métiers bien payés à la moitié des personnes sur Terre, Ouais. quand on parle des femmes. Super. Bah, encore un peu de temps si vous avez des questions, mais maintenant, c'est vrai que c'est des webinaires qui tirent un peu sur la soirée, donc on a déjà fait pas mal le tour, là. Bah, si pas d'autres questions, je pense qu'il nous reste juste à te remercier vraiment, Julie, Merci aussi. d'avoir fait une présentation aussi, ouais, je disais fonctionnelle. Enfin, vraiment, on sait quoi faire, c'était clair. Enfin, on sait quoi faire. On a des pistes en tout cas pour agir. Donc voilà. Merci beaucoup, Merci. Julie. Merci à tous pour votre participation et à bientôt. À bientôt, oui.